Bonjour, bienvenue dans Smart Capital, l'émission qui éclaire la finance d'entreprise. Au programme de ce premier numéro, on va s'intéresser dans l'œil de l'expert aux problèmes de trésorerie qui fragilisent de nombreuses entreprises avec Serge Préville, président de l'Institut français des praticiens des procédures collectives. Ensuite, dans notre débat, nous analyserons la loi de finances pour 2026. Accroît-elle de manière significative la pression fiscale sur les entreprises? On en discutera avec mes invités Eva Aubry, avocate associée chez CMS Francis Lefebvre, et Vital Saint-Marc, expert comptable associé chez RSM. Et enfin, avec Michel Struck, le président de Mes aides publiques Infogreffe, l'invité de ce Smart Capital. On va découvrir comment il facilite l'accès public au financement. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Capital. On ouvre ce Smart Capital avec l'œil de l'expert. On va s'intéresser tout de suite aux tensions de trésorerie dans les entreprises. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Serge Préville, président de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, l'IFPPC. Serge Préville, bonjour. Bonjour Monsieur Dumouriez. Alors on parle beaucoup des difficultés de trésorerie des entreprises. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'allongement des délais de paiement aujourd'hui est l'un des premiers signaux faibles que vous observez sur le terrain ? Alors, en tant qu'administrateur et mandataire judiciaire, on est évidemment tous les jours plongé dans la question des tensions de trésorerie, puisque c'est quasiment l'essence de notre métier. L'allongement des délais de paiement est un sujet, je crois, qui fait l'actualité d'ailleurs, à gauche et à droite, donc qui est un vrai sujet que les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise regardent de près, avec un certain nombre effectivement de comportements qui peut-être se sont un peu dégradés depuis 3 ou 4 ans, des délais de paiement moyens qui sont affichés dans tous les médias qui augmentent, puisque on est désormais presque à 14 jours en moyenne de retard de paiement. Donc c'est très significatif. Donc c'est significatif, et c'est surtout ce que ça dit de la situation, c'est que d'abord on a des tensions de trésorerie côté client, côté payeur, mais qui vont donc ressurgir chez ceux qui attendent ces paiements, ce qui pose donc des problèmes de difficultés de trésorerie à gérer en cascade. Et ça dit aussi un peu du rapport de force qui peut exister dans le tissu de nos entreprises, avec ça dit quoi sur le rapport globalement de force ? Des retards de paiement qui sont plus importants chez les plus grandes entreprises. Et donc, évidemment, des PME qui, elles, souffrent un peu plus que les autres de ces retards de paiement légèrement dégradés, en tout cas qui évoluent un peu mal depuis quelques années. Alors il y a un autre indicateur important pour observer la trésorerie des entreprises, c'est le BFR. Et ce qu'on constate, c'est que les entreprises souvent utilisent ce BFR à très court terme. Pourquoi c'est devenu un point de vigilance selon vous majeur ? En fait, le financement de l'entreprise repose sur plusieurs moyens de financer le BFR. Vous avez des ressources très stables. Dans ces ressources stables, vous avez le financement moyen, long terme, les emprunts un peu classiques que vous pouvez souscrire auprès de vos banques. Vous avez bien sûr le capital, le quasi-capital. Et puis vous avez souvent, et même très souvent, parmi les plus petites entreprises, des lignes de court terme, donc typiquement, très classiquement, un découvert autorisé, un billet de trésorerie, bref, une facilité que la banque peut vous octroyer. Mais il faut bien garder en tête qu'en philosophie financière, ce court terme, c'est un moyen de pallier de manière provisoire à une tension de trésorerie ou une insuffisance de cash qui peut découler d'ailleurs du cycle d'activité de l'entreprise et qu'on va retrouver à peu près à la même période chaque année. C'est quoi la bonne pratique en la matière ? Alors, ce qu'il faut donc bien garder en tête, c'est que ces financements court terme, doivent financer ponctuellement l'entreprise et ne doivent pas la financer durablement sur 12 mois dans l'année. Et c'est là que les difficultés commencent à arriver, parce que vous devenez dépendant de ces financements court terme qui, par définition, ont l'avantage de ne pas être amortissables, mais ont le très gros inconvénient de pouvoir être dénoncés par les partenaires bancaires en 2 mois.
Et c'est là qu'on arrive dans les difficultés. Et là, vous pouvez avoir une accélération très forte des difficultés, puisque à partir du moment où vous avez besoin de ces lignes de court terme et on vous les dénonce, donc vous devez les rembourser sur une durée très courte de 60 jours, typiquement, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez plus faire face à tout ce que vous devez régler. Alors, quand on parle difficulté des entreprises, souvent, il y a un outil qu'on utilise, c'est le moratoire. À quel moment les moratoires deviennent-ils un risque plutôt qu'une solution ? Alors, en tant qu'administrateur et mandataire judiciaire, la question de ces moratoires, elle s'aborde surtout dans des procédures de prévention, dont je crois tout l'écosystème du restructuring fait la promotion, pour notamment son efficacité. La question de ces moratoires, elle se joue donc dans ces procédures, que sont le mandat ad hoc, la conciliation, qui sont encore insuffisamment connues par les dirigeants. Maintenant, la question du moratoire, il faut quand même la remettre dans son contexte. Rien de bon ne peut arriver si une entreprise qui perd de l'argent ne se retourne pas. C'est l'évidence, mais il faut commencer par le dire. La question d'un moratoire, c'est uniquement celle d'essayer d'approcher le fait de gagner du temps pour servir un objectif. Et cet objectif, bien souvent, c'est le retournement de l'entreprise, le rétablissement d'un EBE positif, bref, de gagner de l'argent. Donc le moratoire, c'est bien souvent une solution pour éviter l'accident à court terme, mais évidemment, il faut rester prudent sur cette question. Quand vous demandez un moratoire fiscal et social auprès de l'État, quand vous demandez un moratoire sur tel ou tel amortissement vis-à-vis de vos banquiers... Pourquoi il faut être prudent ? Il faut être prudent parce que le cœur d'une restructuration, c'est quand même combien je perds éventuellement, mais surtout combien demain je vais gagner. Et donc, ce qui est primordial, c'est de toujours conserver à l'esprit qu'il faut concentrer une restructuration sur le fait que l'entreprise va regagner de l'argent et ensuite en tirer des conséquences sur le fait qu'elle va rembourser à son rythme ses créanciers. Donc les moratoires, c'est une question importante, bancaire, fiscale, sociale, fournisseur également. Mais attention, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Le moratoire, c'est une manière, je le dis de cette manière qui est peut-être pas la bonne, mais c'est une manière de rester vivant le temps de trouver une solution qui, elle, doit être pérenne. Donc, attention à bien utiliser cet outil. Dernière question, rapidement. Vous avez évoqué la prévention. Pourquoi souvent les dirigeants tardent-ils à, tout de suite impulser ces outils de prévention ? D'abord, quand on est dirigeant, deux choses. On n'a pas envie de connaître des difficultés, donc on peut parfois mettre un mouchoir dessus. C'est un mauvais réflexe, mais il est tout à fait humain. La deuxième chose, c'est qu'on est très peu formé à la gestion, le pilotage d'une entreprise en difficulté. Donc ça peut participer à la prise de conscience un peu tardive des difficultés, ce qui est dommage. Mais il faut bien dire aussi que les dirigeants sont en général évoluent à côté de ces dispositifs qu'ils ne connaissent que très mal. Donc l'effort que chacun fait, administrateur, mandataire, expert comptable, magistrat, aux tribunaux de commerce, tribunaux judiciaires, c'est surtout d'essayer d'éveiller les consciences et d'acculturer à la notion de difficulté. On va conclure là-dessus. Merci Serge Préville. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut français des praticiens des procédures collectives. Tout de suite, on enchaîne. Place au débat. On poursuit ce Smart Capital avec notre débat. La loi de finances pour 2026 accroît-elle la pression fiscale sur les entreprises ? On en discute tout de suite avec mes invités. Eva Aubry, avocate associée chez CMS Francis Lefebvre, et Vital Saint-Marc, expert comptable associé chez RSM. Bonjour Vital. Bonjour Eva. Bonjour Arnaud. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Cette loi de finances, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup aussi attendue. Enfin, elle est là, mais maintenant, on va s'attarder un peu sur son contenu parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Je vais commencer avec vous, Vital. Tout d'abord, quels sont les apports de cette loi de finances ? Les apports de la loi de finances, ça dépend de ce qu'on appelle apport. Déjà, on l'a attendu, la loi de finances. On est habitué maintenant à attendre les lois de finances depuis l'an dernier. Les apports, les éléments nouveaux qu'on peut dire, il y a une taxe sur les holdings patrimoniales, dont la genèse est assez amusante d'ailleurs, puisqu'on est parti d'une idée, d'une taxe Zugman, où on voulait taxer les revenus non perçus par les personnes physiques, on voulait taxer les sociétés, ce qui était d'ailleurs assez étonnant. Quand on veut taxer les personnes physiques
qui ne prennent pas les revenus et on va taxer les sociétés. C'était assez curieux. Et on a dérivé vers une taxe sur le holding patrimonial qui vient, on va dire, imposer les dépenses dites somptuaires qui seraient détenues par ces structures-là. Autre élément que l'on peut voir, c'est un durcissement du pacte Dutreil, où on voit quand il y a une volonté de durcir le pacte Dutreil. Alors, le pacte Dutreil, c'est né d'une idée qui est peut-être française, qu'en fait, le bon successeur est un enfant. Ou globalement, quelqu'un dans l'entreprise. Parce qu'on peut faire un pacte Dutreil avec des gens qui ne sont pas nécessairement des enfants. C'est une idée qui a 20 ans. On pense qu'en fait, on doit transmettre le plus possible donc, aux gens qui nous suivent. Et certains considèrent que c'est un avantage fiscal excessivement important en France, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc, on peut transmettre une entreprise pour pas grand-chose, pour un coût relativement restreint, mais au moins, on a la quasi-certitude que l'entreprise restera en France. Et détenues par des personnes physiques. Pourquoi c'est durci ? Parce qu'en fait, le législateur estime qu'en fait, ça coûte trop cher. Voilà, c'est simple. Toutes les dispositions qui ont été votées dans la loi de finances, c'est pour essayer de trouver des recettes complémentaires. Eva, vous avez d'autres éléments à ajouter par rapport aux apports de cette loi de finances ? Oui, tout à fait. Donc, je voudrais peut-être relever 2 points avant de rentrer dans le vif avant de rentrer dans le détail de ces mesures. C'est peut-être qu'effectivement, pour la 2e année consécutive, on l'a attendue et elle est intervenue après la clôture de l'exercice précédent, ce qui peut soulever des difficultés pour les entreprises et puis pour les particuliers, puisque le législateur est obligé de trouver des astuces pour faire en sorte que les recettes rentrent dans les caisses de l'État dès 2026. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point sur les mesures, c'est que certaines qui avaient été édictées comme étant temporaires l'année dernière sont finalement prorogées. Alors c'est peut-être une habitude maintenant, mais c'est quand même un fait à relever. Et par pourquoi exemple, on prolonge ces dispositions ? Pour faire rentrer des recettes dans les caisses de l'État, évidemment. Et par exemple, on pense à la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui touche les contribuables les plus fortunés, les contribuables personnes physiques. Et s'agissant des entreprises, on pense à la contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises, qui, là aussi, est très ciblée sur les plus grosses entreprises de France et qui leur fait supporter une large part des recettes supplémentaires de ce budget. Alors, Vital, je vais me tourner vers vous. Vous avez l'un et l'autre évoqué certains apports de cette loi de finances. Quelles sont les conséquences pour les entreprises ? Déjà, il y a une chose qui est assez amusante. Dans les entreprises, lorsqu'on a quelques difficultés, on commence par couper les dépenses. Parce qu'il est plus difficile d'aller chercher des recettes. On voit que pour l'État, c'est le contraire. On va chercher des recettes plutôt que de couper les dépenses. Donc, pour les entreprises, l'élément essentiel, c'est... Alors, ça dépend de quelle entreprise on parle. Moi, je parlais sur les points que j'ai relevés. Par exemple, la taxe sur le holding patrimonial, je pense que l'essentiel, c'est de ne pas s'affoler, de réfléchir, voir avec ses conseils, si en fin de compte on est assujetti à cette taxe, quelles sont les conséquences, et voir s'il est possible, peut-être, de restructurer donc l'organisation de la structure pour éviter d'être taxé, c'est-à-dire sortir les éléments qui seraient assujettis à la taxe. Pour le pacte Dutreil, c'est pareil, c'est réfléchir à ce qu'il peut se passer si on a l'intention de faire des donations. Il n'y a pas beaucoup de modifications sur le pacte Dutreil. Une modification essentielle, c'est quand on fait un pacte Dutreil, on a 2 engagements. Il y a un engagement personnel, un engagement collectif, un engagement personnel. L'engagement personnel est prorogé de 2 années. Mais l'élément essentiel, c'est de dire qu'en fait, on a craint dans le pacte Dutreil que l'on retire toutes les activités qui ne sont pas des activités réellement opérationnelles. C'est-à-dire qu'en fait, une société est éligible au pacte Dutreil si la majeure partie de son activité est une activité opérationnelle. Et la conséquence aurait été quoi ? La conséquence aurait été qu'en fait, il aurait fallu restructurer les entreprises parce que beaucoup d'entreprises n'auraient plus été éligibles au pacte Dutreil. Des holdings, par exemple, j'ai des holdings, je détiens des participations. Certaines participations sont animées. C'est-à-dire c'est moi qui donne, c'est la holding qui donne les décisions essentielles sur les filiales. Dans ces cas-là, c'est éligible. Et celles qui n'étaient pas animées, ça sortait. Donc là, on voit qu'on est passé à côté de ce petit séisme au niveau du pacte Dutreil, mais on dit maintenant, il faut forcément que les opérations éligibles au pacte Dutreil aient un intérêt pour la structure. Donc, il faut réfléchir, savoir s'il est question de restructurer ou pas avant de faire un pacte Dutreil, par exemple.
Eva, vous êtes dans le même état d'esprit, pas lieu de s'affoler par rapport aux modifications dont on vient de parler. Il faut regarder mesure par mesure quel va être l'impact sur l'entreprise. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment très important. C'est examiner déjà les mesures qui sont dans cette loi de finances, qui sont variées. On parle des plus emblématiques, mais il y a d'autres mesures qui sont là pour aider les entreprises qui sont peut-être de taille plus modeste. Vous pensez à quelles mesures, par exemple ? Je pense par exemple aux jeunes entreprises innovantes, qui sont donc les entreprises qui sont déjà aidées, qui ont déjà des exonérations diverses et variées, sur lesquelles ça pourra peut-être aussi intéresser vos auditeurs de savoir que certains investissements dans les JEI sont soutenu dans le sens où le contribuable peut avoir droit à un crédit d'impôt à hauteur des versements qu'il effectue. Ça, c'est important d'en avoir connaissance. C'est important d'en avoir connaissance, et donc les JEI qui sont soutenus via des FCPI permettent aux souscripteurs de bénéficier d'un crédit d'impôt de montants qui sont assez significatifs. Donc, bien entendu, il y a le crédit d'impôt pour le souscripteur, mais il y a bien évidemment l'aide et les financements supplémentaires qui sont alloués aux JEI par des outils fiscaux qui sont intéressants. Alors, on va peut-être évoquer des points de vigilance. C'est important aussi de savoir des aspects dont il faut porter une attention particulière. Vital, quels sont ces points de vigilance ? Les points de vigilance, je serais tenté de dire que en 2013, on nous a annoncé le choc de simplification. Depuis 2013, je crois qu'il y a 18% d'articles législatifs en plus, législatifs et réglementaires. Donc il n'y a pas vraiment de simplification. Il n'y a pas de simplification du tout. On voit qu'il y a un alourdissement des normes. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'au moment même où Bruxelles pose sa loi omnibus pour limiter le poids des normes qui toucheraient les entreprises dans le cadre de la RSE notamment, on voit que le législateur français continue à augmenter sans arrêt les normes. Je dirais qu'en fait, l'élément le plus important, c'est de se tourner vers ceux qui sont capables de les lire, les normes, et de comprendre ce que l'on peut en faire. Parce que c'est excessivement lourd pour les entreprises. Il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est par exemple la facturation électronique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais on voit qu'en fait, l'État se désengage un petit peu, puisqu'en fait, ce qu'il devait faire... Il ne le fait plus. Il ne le fait plus. Mais il fait peser donc ses obligations sur les entreprises, en augmentant d'ailleurs le montant des pénalités si jamais elles n'arrivent pas donc à recourir à la facturation électronique ou si elles ne le veulent pas. Donc je pense que l'important, c'est réellement de se tourner vers ces conseils pour savoir ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. À mon avis, pas s'affoler. Eva, vous êtes d'accord, le poids des normes, c'est quelque chose d'important qui pèse sur les entreprises ? Oui, bien sûr, on entre dans un niveau de sophistication qui est extrêmement élevé. Je pense que, en effet, les entreprises, leurs dirigeants doivent absolument être accompagnés et anticiper les décisions d'investissement, les décisions de transmission. Vital l'a dit, effectivement, le Dutreil est de plus en plus touché, modifié. Donc tout ça, les entrepreneurs doivent absolument être accompagnés pour prendre les meilleures décisions. Vous voyez d'autres points de vigilance par rapport à cette loi de finances ? Les points de vigilance, disons que les mesures sont variables. Donc, par exemple, si on revient sur la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, cette disposition a été reconduite, comme je le disais, mais a été reciblée sur les entreprises les plus grosses d'entre elles. C'est-à-dire qu'on avait un seuil d'application d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ce seuil a été rehaussé à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, là, c'est quelque chose qui semble tout simple, mais après, dans l'assiette et dans le calcul de la taxe, dans les versements anticipés qu'il y a lieu de faire avant la fin de l'année, alors même qu'on ne connaît pas le bénéfice de l'exercice. Alors vous me direz, les entreprises sont habituées. Elles ont évidemment des conseils, elles ont des équipes financières qui sont là pour estimer les résultats, mais les points de vigilance sont constants. C'est-à-dire qu'il faut absolument tout regarder et on aura peut-être d'autres choses au cours de l'année qui viendront impacter les décisions et les directions financières des groupes. Vital, l'objectif de ce débat, c'était de savoir s'il y a plus de pression fiscale sur les entreprises. Quel est votre point de vue à ce sujet ?
Le point de vue, c'est que je crois qu'en 1982, on avait un pourcentage de pression de 42% du PIB sur les entreprises. Je crois que c'est 46%. Dans le même temps, on voit qu'il y a eu une baisse de certains impôts, de manière d'ailleurs significative, notamment l'imposition sur les sociétés en 82, il était de 50%. Il a baissé alors facialement à 25%, parfois pour les petites entreprises à 15%, mais on voit que pour les grosses entreprises, c'est plutôt supérieur à 30% pour les très grosses entreprises. Mais on voit qu'il y a des baisses d'impôts, mais dans le même temps, il y a eu un élargissement du nombre de taxes. Il y a excessivement de taxes à suivre, et c'est excessivement contraignant pour les entreprises. Il faut pas les oublier. Et au final, on voit que certains impôts facialement baissent, mais d'autres augmentent, et la pression fiscale ne change pas. On est toujours dans une pression importante. Alors, nos entreprises s'y sont habituées, puisqu'elles arrivent quand même à être compétitives, mais on peut le regretter. C'est ce que je disais au départ. L'État, lui, augmentait les recettes plutôt que d'essayer de diminuer les dépenses, ce que font les entreprises en difficulté. Eva, c'est aussi votre sentiment ? Oui, alors on peut peut-être parler aussi des mesures incitatives, puisqu'il y a aussi la fiscalité environnementale et ça complète le propos de Vital, c'est-à-dire qu'on crée de nouvelles taxes, mais avec un objectif politique de verdir les activités. Donc on voit dans cette loi de finances la prorogation, et là c'est une bonne chose, du crédit d'impôt qui permet aux entreprises qui fabriquent des batteries électriques de s'implanter. Et on voit aussi une augmentation de la taxe sur les flottes de véhicules des grandes entreprises. Donc là aussi, des taxes nouvelles qui sont créées et qui viennent augmenter la charge fiscale des entreprises. Toujours plus de taxes sur les entreprises. Peut-être pour finir, un mot positif à destination des entreprises, puisque l'un et l'autre vous accompagnez les entreprises, Vital. Oui, mot positif, c'est qu'en fait, on s'en est toujours sorti. Dans une augmentation globalement de la fiscalité. C'est pas tellement de la fiscalité, c'est une augmentation du poids des normes que je trouve très importante. On y fait face. Eva, pour terminer. Oui, je suis d'accord. On essaye d'accompagner nos clients au plus près de leurs activités, puisque selon l'activité, le domaine d'activité, les normes qu'on doit appliquer sont différentes. Et donc, ça reste néanmoins une passion pour nous, les professionnels de la fiscalité et de la comptabilité. On va conclure là-dessus. Merci Eva Aubry. Je rappelle que vous êtes avocate associée chez CMS Francis Lefebvre. Et merci Vital Saint-Marc, expert comptable associé chez RSM. Tout de suite, on termine cette émission avec notre invité Michel Struck qui va nous parler des aides publiques au financement. On poursuit ce Smart Capital avec mon invité Michel Struck, président de Mes Aides Publiques Infogreffe, une plateforme pour y voir plus clair dans les aides publiques au financement. On en parle tout de suite avec Michel Struck. Bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on parle beaucoup des aides publiques au financement des entreprises, mais il y en a énormément. Pas facile pour les entreprises de s'y retrouver. Expliquez-nous un peu ce constat. Oui, alors je vais enfoncer des portes ouvertes, je pense, mais les aides publiques sont perçues comme compliquées. C'est beaucoup sujet à une phobie administrative parce qu'il y a des aides un peu partout, il y a des démarches qui sont complexes. Et ce constat, il se fait à la fois sur les entreprises, mais aussi leurs conseillers aux référents de proximité, comme les experts comptables. Et au final, on se rend compte que le taux de non-recours aux aides est extrêmement élevé. C'est combien d'aides, entre guillemets, qu'on peut recenser sur votre plateforme ? Donc, justement, pour, face à ce constat, une solution, vous avez monté une plateforme. C'est combien d'aides que vous recensez ? Merci pour cette question. Alors, en effet, aujourd'hui, si on prend la base officielle de l'État, on est à peu près à 2270 aides. Et nous, aujourd'hui, on en recense plus de 11 000. Et votre question, elle est extrêmement intéressante parce que Mappy, ce n'est pas vraiment une plateforme. C'est vraiment une solution qui combine à la fois un cabinet avec des experts en financement public et une plateforme IA. Et c'est vraiment le mélange des deux qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir un accompagnement complet et découvrir notamment des dispositifs qui sont très peu connus aujourd'hui. Donc, à ce propos, on recense certes 11 000 dispositifs, donc des subventions, des prêts publics, des aides fiscales, des appels à projets, donc tout type d'aide au niveau local jusqu'à européen, mais aussi surtout plus de 78 000 dépenses éligibles. C'est énorme.
Alors c'est énorme et surtout ça permet de démocratiser le sujet des aides publiques qui reste flou en mettant à disposition non pas des aides qui restent compliquées mais une dépense concrète. Donc, par exemple si je prends un boulanger, je vais pouvoir lui suggérer de faire financer une trancheuse à pain par exemple ou une terrasse ou un système de sécurité. Donc on est sur des choses très concrètes et ça marche aussi bien pour une TPE qu'une PME ou une ETI. On fait aussi des PME industrielles. On a notamment accompagné une entreprise qui fait de la charpente de bois. Donc c'est des aides dans plein de secteurs variés, c'est ça ? Exactement, tout type de secteur. Vraiment, la mission de MAPI, c'est de démocratiser toutes les aides publiques pour tout type d'entreprise. Alors concrètement, comment vous faites pour démocratiser, comme vous dites, ces aides publiques au financement ? Donc MAPI, on va dire 2 types de cibles. On a des entreprises qui viennent nous voir en direct, mais ça reste assez minoritaire par rapport à notre marché. On va plutôt s'adresser, nous, aux experts comptables. Donc on est partenaire avec l'Ordre des experts comptables. J'ai notamment aussi rédigé un ouvrage qui s'appelle Comment décrocher les aides publiques et développer votre projet aux éditions Erol. Et cet ouvrage est préfacé par le président de l'Ordre et le vice-président. Donc vous avez un bon partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Exactement. Et aujourd'hui, quand on creuse un peu le sujet, qu'on va dans le portefeuille notamment des cabinets, on se rend compte qu'il y a 2 types de clients. Ceux qui ont un projet et ceux qui n'ont pas forcément de projet. Des clients qui sont dans la routine, qui sont dans le jeu et qui ne pensent même pas à du développement. Et donc, MAPI, c'est vraiment une solution qui va permettre déjà d'analyser le portefeuille. On va pouvoir dire aux experts comptables, et ce gratuitement, voici dans votre portefeuille quelles sont les entreprises avec le fort potentiel d'aide. Donc on va pouvoir identifier les filières prioritaires, des aides à activation rapide, ou même revenir sur certaines aides fiscales dont certaines entreprises auraient pu passer à côté. Et suite à cela, donc c'est la première étape, c'est comment on arrive à trouver le couple entreprise plus projet. Parce que les aides publiques, c'est pas automatique, il faut vraiment avoir un projet en face. Une entreprise éligible ne suffit pas. Et donc, une fois qu'on a ces 2 éléments, on va pouvoir les accompagner de A à Z. Et c'est là où MAPI a une force, c'est que... De quelle manière vous les accompagnez ? On les accompagne vraiment avec beaucoup d'humains. C'est-à-dire qu'on a toutes les étapes qui sont... suivies par un humain. Donc, la première étape, on va faire une recherche de tous les dispositifs. Une fois qu'on a fait l'entretien projet avec l'entreprise, qu'on a un projet structuré, on va donc trouver toutes les aides, les cumuler, les optimiser. Et donc, c'est réalisé par un expert en financement public. Ensuite, on va aller monter les dossiers, ce qui implique à la fois de l'administratif. On va récupérer les pièces, on va rédiger les documents, mais on va aussi et surtout négocier et vendre le projet auprès des financeurs publics. Ça, c'est une particularité française, c'est-à-dire que nous, on a besoin d'avoir des conditions, de valider des conditions subjectives pour que le financeur puisse valider le projet à la fin. Ça, c'est extrêmement important pour avoir le financement au final. Exactement. Et donc, on a cette phase. C'est pour ça que l'humain est indispensable. Donc, on a vraiment la plateforme et l'humain qui permet de gagner du temps, la fluidité, de sécuriser les dossiers. Pour terminer rapidement, pourquoi l'expert comptable a un rôle clé dans ce dispositif ? Oui, parce que c'est vraiment le référent de proximité. Déjà, l'expert comptable a accès à l'ensemble des informations financières de l'entreprise et va pouvoir donc bien le guider sur ces démarches de financement. Et il est aussi perçu un peu comme le médecin généraliste de l'entreprise, et c'est vraiment vers l'expert comptable qu'on a confiance. Donc nous, quand on travaille avec les experts comptables, on est un sous-traitant. L'expert comptable garde la relation avec son client, et nous, on va pouvoir lui délester de toutes les démarches administratives et de l'ensemble du processus pour obtenir les aides jusqu'à l'obtention des fonds. On va conclure là-dessus. Merci Michel Struck. Je rappelle que vous êtes président de Mes Aides Publiques Infogreffe. Merci beaucoup. C'est la fin de ce Smart Capital. Restez curieux et informés. À bientôt sur Be Smart for Change.